Il est 9h17 sur TV Finance et pour l'interview du jour, on retrouve Alexandre Baradez qui est chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour. On va donc faire un point global sur les marchés. On commence avec les GAFA. Il y a une nouvelle vague de stress outre-Atlantique. On l'a vu, Facebook moins 6%, Amazon aussi, Apple également dans la tourmente. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il se passe que ce sont des valeurs qui ont fortement progressé les années précédentes et que aujourd'hui la réglementation change, l'environnement change. Ce sont des valeurs qui ont surperformé, qui ont tiré le S&P à la hausse. Et une journée comme hier, on a des valeurs comme Facebook, Amazon qui font entre moins 4 et moins 5%. On a une volatilité sur les techs qui fait plus 15% sur une journée. On a déjà vu des séances comme ça et ça s'est redressé derrière. Mais là, ça s'enchaîne. C'est-à-dire qu'il y a une première secousse il y a déjà quelques jours, quelques semaines en octobre, une petite phase d'accalmie, un rebond et ça rechute. Et le risque effectivement que l'on est maintenant, c'est que le marché commence à apprécier une fin de cycle pour les techs. Non pas la fin des techs en tant que tel, mais la fin un petit peu de l'âge d'or des techs où finalement il y a très peu de régulation, peu de fiscalité. Une survalorisation aussi peut-être. Exactement, vous avez des valeurs comme Amazon qui se payent 300 fois les bénéfices. Quand Amazon, sur ses résultats, a un petit peu déçu, quand Apple déçoit un petit peu et indique qu'on ne communiquera plus les chiffres de vente d'iPhone, le marché se dit que l'environnement change un petit peu. Voilà. Et donc prend ses gains, mais sur les techs, quand vous aviez des séances à l'époque à plus 4, plus 5, le miroir de ça, c'est des séances à moins 4, moins 5. Et je pense qu'effectivement, on n'est pas encore arrivé au bout de ça. Donc je pense qu'on va avoir une phase assez volatile en ce moment qui va durer jusqu'à au moins fin novembre, mi-décembre. Le problème, c'est que le Nasdaq est quand même un moteur de tous les autres marchés. Oui. Et donc il indique la tendance aussi qui va Complètement, et on voit même en Europe par exemple, il y a encore quelques jours, c'est des valeurs comme ST Micro par exemple qui étaient fortement impactées, comme Infineon en Allemagne par exemple pour le DAX. Et donc dans un environnement finalement où auparavant vous aviez des poches de stress comme ça, quand Trump mettait la pression sur la Chine, ça a impacté l'automobile allemande par exemple, mais comme les dollars tenaient plutôt bien, le DAX se maintenait. Mais quand vous avez l'automobile qui trinque, quand vous avez les techs qui partent à la baisse, quand vous avez les pharma parce que l'environnement va changer aussi, finalement il n'y a plus réellement de poche de croissance là-dedans, en tout cas de poche de croissance pour les marchés, et l'agrégation de tout ça fait qu'on est sur un marché qui est baissier et on voit le CAC à 4950 points aujourd'hui, il ne tient pas les 5000 et le risque c'est qu'on aille chercher les plus bas du mois d'octobre et probablement de nouveaux plus bas depuis quasiment 2 ans maintenant. Malheureusement, je ne vois pas en fait aujourd'hui d'événements, si vous voulez, pour jouer le rebond tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'a pas les facteurs pour ça. La volatilité est élevée. On voit que sur les taux, ça bouge à la baisse. On voit que sur des éléments comme le high yield côté US, cette dette d'entreprise à fort rendement mais à risque élevé, ça commence à être un peu plus stressé qu'il y a quelques semaines. On sait que la dette corporate est sous surveillance des marchés. Vous avez la Chine qui ne sort pas tête de l'eau pour l'instant. Donc il faudrait qu'on ait un game changer, voilà, qui est quelque chose qui percute l'Italie, le Brexit, voilà, qui est quelque chose qui change. Et tant qu'on n'a pas ça, faire un pari opposé pour l'instant me paraît dangereux. On attrape un couteau qui tombe et ça c'est toujours assez dangereux. Oui, on va reprendre la liste de tout ce que vous avez dit un par un. Le CAC 40 d'abord, reste durablement sous les 5000. Je ne vois pas pour l'instant rebondir. Encore une fois, tant qu'il n'y a pas d'éléments moteurs, tant qu'il n'y a pas d'éléments qui tranchent avec l'ambiance des dernières semaines et des derniers mois, en fait ce qu'on a ce n'est pas nouveau. Le Brexit c'est pas nouveau, ça fait 2 ans que c'est là. L'Italie on savait qu'après l'élection ce serait compliqué avec la Commission européenne. On sait que Trump avec l'Europe c'est pas pour demain que ça va encore se régler. Donc c'est un sujet qu'on traîne depuis des trimestres, sauf qu'à un moment donné, quand vous aviez la saison des résultats qui est passée aux États-Unis et que les résultats sont un tout petit peu en deçà des attentes et que les guidances sont également un petit peu en dessous des attentes, eh bien c'est trop. C'est-à-dire que le marché se dit bon, là finalement tout se concentre en octobre, novembre et ça peut très vite changer. Mais tant qu'il n'y a pas un élément que le marché price fortement, il faudra un CAC à plus 3 sur une séance avec un élément moteur macro ou politique, vous voyez. Et là on se dirait ça y est, c'est la fin du stress, on commence à passer à autre chose. Tant qu'il n'y a pas ça, tant qu'il n'y a pas cette séance un peu cassante, qu'on part très vite de l'autre côté et où on sent que le vent est en train de tourner, pour l'instant il n'y a aucune raison que le marché change de tendance et donc je pense oui, qu'on va revisiter les plus bas précédents et très probablement ensuite c'est malheureusement des niveaux qu'on n'ait pas vus depuis quasiment 2016, je pense, 2015 même. Cet élément déclencheur il peut venir justement de la rencontre entre Trump et Xi Jinping à la fin du mois, oui. en marge du G20, mais on a vu en même temps que Trump était très optimiste alors que du côté chinois on reste quand même sur la réserve. Même dans son cas, le vice-président Pence l'est beaucoup moins que Trump. Ouais. Alors effectivement Trump on a toujours le sentiment, et c'est ça qui pose aussi problème au marché, que Trump parle au marché. Trump sait très bien son homme d'affaires, il sait très bien comment réagissent les marchés, il sait les mots que le marché aime entendre, et à chaque fois qu'il les a prononcés, à savoir détente, etc., où on va vers un accord, le marché rebondit de 3-4%. Sauf que le marché n'est pas idiot non plus, ça marche 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, et puis à un moment donné, quand on sent qu'il y a une petite dissension dans son propre camp, son vice-président qui dit l'inverse, que vous avez un secrétaire au Trésor qui est assez silencieux sur la question, et qu'en face, la Chine, on a vu ce sommet de l'APEC, c'est la première fois qu'il n'y a pas de consensus sur le communiqué final, eh bien ça veut dire que Trump n'a peut-être plus la main complètement et que finalement les artisans de cette politique dure contre la Chine n'est peut-être pas que Trump. Il y a des Navarro, notamment son conseiller économique. On sent qu'il n'est pas seul finalement
à vouloir un bras de fer avec la Chine et que lui voudrait que ça peut-être se déroule maintenant un peu mieux, alors que dans son camp, les faucons le voient d'un autre œil. Oui, il ne pourra peut-être plus faire illusion encore très longtemps. Le risque, il est là. Et que le marché se dise, finalement, ce rallye Trump, qu'on a déjà pricé largement, maintenant, les résultats d'entreprise, l'effet du plan fiscal s'amenuise un petit peu. Ces tensions commerciales, on le voit, pèsent sur la macro chinoise et aux États-Unis. On voit que l'immobilier commence à se tasser également. Et d'ailleurs, la confiance des constructeurs de maisons, plus bas de 2 ans. Donc, on n'est pas à une récession dans 2 trimestres, mais le marché qui a payé cher, pour continuer à payer cher, il faut que ça continue à développer, à dérouler. Et pour l'instant, la macro commence à montrer des signaux également un petit peu de tassement. Donc je pense qu'il y a là aussi cet effet macro qui entraîne un peu les marchés dans une phase de stress. Et en Europe, c'est pas beaucoup mieux. L'Italie, évidemment, oui. Le Brexit. Oui. Quel scénario on peut envisager justement en Europe? Pour l'Italie, ça ne devrait pas se faire du jour au lendemain. C'est-à-dire que l'Italie, il y a une procédure en zone euro que la France a expérimenté. J'ai envie de dire les procédures pour déficit excessif. La France les a eues, ça n'a pas débouché sur des sanctions avec des pénalités financières, donc on sait très bien que c'est pas dans 30 jours qu'il y aura, on va pas dire à l'Italie vous nous devez tant, parce que ça va être un processus de négociation, mais je vois pas un processus rapide. En revanche, le marché, si le marché s'en donné qu'il y a convergence, début de convergence sur certains sujets, dette ou autres, ça peut lui suffire à repartir, mais je pense que c'est quelque chose de long. Voilà, faut pas s'attendre à ce que dans 15 jours il y ait d'un coup une entente parfaite entre la Commission européenne et l'Italie. Ça paraît peu probable. Pour le Brexit, là en revanche, ça devrait aller plus vite, parce que là effectivement ça arrive au Parlement. S'il n'y a pas de vote de défiance avant contre Theresa May, là les choses vont aller beaucoup plus vite pour le Brexit. Si déjà ça se passe bien de ce côté-là, oui, le marché peut commencer à se stabiliser. Si en revanche ça se passe mal pour le Brexit, c'est que l'Italie n'est pas réglée, là on plonge à 4005, il n'y a pas de raison de rebondir. Donc le niveau technique suivant, là on a 4009, c'est 4005. Le gros palier suivant c'est 4005, donc il faut compter 8-10% de baisse supplémentaire. Le risque, il est là. Oui, c'est quand même. Pour le DAX, c'est pareil. Le DAX, on est un peu au-delà des 11 000. La zone des 11 000 est une zone assez planchée. Techniquement, sous ces niveaux, il n'y a pas grand-chose. Donc là, si on lâche 11 000, le prochain seuil, c'est 10 000. Donc là aussi, on est sur des 8-10% de correction assez. Ça peut aller vite. Après, ça peut se faire en quelques jours, mais je pense que le risque, il est là et que la probabilité d'avoir un risque comme celui-ci s'avérer exact est assez élevée. Aujourd'hui, je la pricerai à 70-80%. Et alors justement, on va parler d'un secteur qui portait les marchés allemands et aussi français, le secteur automobile, avec l'affaire Renault-Nissan. Quelle implication ça peut avoir? Il n'y a pas de contagion pour l'instant. Il n'y a pas de contagion. C'est plus le modèle du chef d'entreprise puissant, icône, qui va être remis en question. Et on l'a vu récemment avec les problèmes de Tesla et Elon Musk. Ça s'est plutôt bien terminé pour lui. Ça aurait pu mal se terminer. Donc le risque, et ça aussi, ces patrons sont là, et c'est eux qui font bouger les cours, et dans le bon sens, parce que le marché achète le charisme et le savoir de ces gens-là. Le problème, c'est quand ça tourne mal, l'entreprise dépend d'eux. Et je ne vois pas de contagion, si vous voulez, là-dessus. Je pense en revanche que le risque pour la partie allemande vient clairement des questions commerciales. Questions commerciales et des questions de la fin de modèle, diesel et autres. L'industrie allemande a reposé là-dessus pendant plus d'une décennie, quasiment 20 ans. Donc il y a aussi ces transitions de nouveaux modèles de production. Donc tension commerciale, nouveaux modèles de production, 10 ans de développement extrêmement fort des parts de marché à l'export. Voilà, ça sent un peu la fin d'un cycle pour l'automobile allemande, et donc je ne vois pas sur ces bases-là, là aussi, pourquoi l'automobile repartira tout de suite. Je pense qu'on n'a pas encore purgé, je pense qu'on n'a pas encore eu la phase un peu de stress un peu plus aiguë qui va toutes les fins de cycle, donc je pense que l'automobile allemande est mûre malheureusement aussi pour un 10% de correction dans les jours qui viennent. Donc c'est pas très optimiste, mais je pense qu'on n'a pas encore cette phase d'accélération de la correction pour l'instant. Et concernant le taux, et notamment le risque sur la high yield à court terme? Oui. Alors là, le high yield, le risque est léger, le risque de la Fed en fait. Plus la Fed va montrer qu'elle est confiante, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les investisseurs qui ont prêté aux entreprises avec des dettes à haut rendement mais risqué, vu que la Fed rémunère très bien maintenant les obligations de 10 ans, 30 ans, l'investisseur se dit je vais sortir de ces dettes risquées, du junk donc, et je vais aller sur le souverain. Et donc ça fait quoi? Ça fait grimper les taux junk, ça fait baisser la valorisation, et tant que la Fed ne lève pas un peu le pied, le risque il est qu'effectivement il y a de plus en plus d'investisseurs qui sortent du high yield, qui se réfugient sur des dettes plus sûres, et ça malheureusement dans l'histoire quand ça s'est vu, le marché action a trinqué aussi. Donc pour l'instant on a ça aussi, ça démontre que le marché c'est moins populaire si vous voulez, mais c'est une énorme poche d'actifs, et si le high yield tremble, il est absolument certain que le marché action va bouger. Et pour l'instant c'est le cas, le high yield est sur un plus bas de 2 ans, 2 ans et demi. Donc les taux sont au plus de 2 ans, 2 ans et demi. Donc c'est pas rien, voilà, c'est un mouvement qui est quand même, il n'est pas violent, mais il est là.
Et enfin, on finit comme avec une note positive, le redressement sur l'euro-dollar. Effectivement, ça c'est positif. Les entreprises diront non, mais c'est vrai qu'on regarde toujours ça sous le prisme, soit la question européenne, est-ce qu'il se redresse parce que l'Italie, il y a peut-être des espoirs à un moment donné, c'est pas encore le cas, on le voit bien. Donc c'est surtout parce que le dollar baisse en fait. L'euro se redresse, c'est un effet mécanique de baisse de dollar. Quand vous regardez ces derniers jours, le taux 10 ans US a plongé, les taux US ont plongé, ont corrigé, et le dollar a suivi la tendance en fait. Donc l'euro se redresse mécaniquement parce que le dollar baisse. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait une bonne nouvelle européenne et que l'euro réaccélère. Et là, on saurait que l'euro se réindexe sur des bonnes nouvelles. Donc on achèterait le marché action aussi, et on achèterait toute la partie européenne. Voilà. Donc c'est comme pour les actions, il faut qu'il y ait un game changer où l'euro accélère de sa propre initiative, plus seulement par un effet dollar, et là ce sera un signal pour la partie action. Tant qu'il n'y a pas ça non plus, tant que l'euro se redresse, si en plus l'euro se redresse alors que le marché est fébrile, c'est un effet ciseau. Donc c'est pas bon, il ne faut pas que ça se redresse trop vite en l'absence, on va dire, de bonnes nouvelles pour l'Europe. Ça peut venir de l'Europe, mais c'est pas encore ça. Merci beaucoup Alexandre Baratel. Je rappelle que vous êtes chef analyste chez IG.